The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter, je suis Pascal Pierrot, je suis responsable du secteur public chez Citrix France. J'exerce ces responsabilités depuis déjà 5 ans et je travaille avec Arnaud Tonazzi, un ingénieur avant-vente généraliste et qui assurera la deuxième partie de cette présentation. Alors, je vais rentrer assez vite dans le sujet et je vais éteindre ma caméra pour que, voilà, pour limiter la bande passante et que l'on puisse se concentrer sur ce que l'on va dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat, il est là pour ça, ou à prendre la parole peut-être. On essaiera de garder quelques minutes en fin de réunion pour pouvoir échanger avec vous. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous interpeller s'il y a des sujets, des points que vous voudrez qu'on développe. L'agenda que nous allons dérouler pendant l'heure que nous allons passer ensemble se décompose en deux grandes parties. La première partie vise à poser quelques bases sur ce que l'on entend par l'enseignement à distance. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les problèmes? Quels sont les objectifs que l'on va tenter d'adresser à travers ce type de choses? Et puis, l'idée, c'est aussi partager avec vous un certain nombre de retours d'expérience que nous avons pu voir dans le cadre de la crise sanitaire que nous avons tous subie en début d'année et qui n'est pas complètement terminée malheureusement aujourd'hui et qui nécessite de se préparer à une potentielle résurgence, en particulier à la rentrée où on a des risques d'augmentation de l'épidémie. Donc ça, c'est la première partie que je vais traiter. Et puis ensuite, je passerai la main à Arnaud Tonazzi, qui lui reviendra un petit peu plus dans le détail sur la proposition de valeur de Citrix. Comment aujourd'hui Citrix aide l'enseignement supérieur à délivrer, je dirais, les cours, évidemment à distance, mais pas uniquement, puisqu'on est aussi présent quand il s'agit de présentiel, typiquement dans les salles de travaux pratiques. Donc, nous reviendrons sur l'actualité Citrix, sur l'offre, qu'est-ce qu'elle vous apporte, comment elle vous aide à faire en sorte que l'enseignement à distance soit un enseignement de bonne qualité et qui permette aussi bien aux enseignants qu'aux étudiants de travailler de bonnes conditions. Platon disait que les métiers les plus difficiles au monde, ce sont à la fois le métier d'enseigner et celui de gouverner. C'était 4 siècles avant Jésus-Christ. Et j'ai tendance à penser qu'il a toujours raison 2500 ans plus tard. L'enseignement à distance est un secteur extrêmement dynamique en France, mais partout dans le monde, avec évidemment l'émergence des nouvelles technologies qui prennent de plus en plus d'importance dans notre vie quotidienne, que ce soit à titre privé ou professionnel. Quand on regarde un petit peu l'historique de l'enseignement à distance, il y a eu grosso modo 3 phases. Le premier, c'est l'étude par correspondance, dans laquelle le support papier était le mode de communication dominant. À titre personnel, au début des années 90, j'ai passé un BTS en commerce international avec le CNED et je recevais régulièrement des colis avec l'intégralité de mes cours en version papier. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe plus. Et on va utiliser évidemment les nouvelles technologies pour mettre à disposition les cours auprès des étudiants. Dans les années 90 et encore plus dans les années 2000, l'utilisation de technologies éducatives comme la vidéo, la télévision a pris un petit peu plus d'ampleur. Elle existait déjà auparavant, mais c'est vrai que c'est rentré un petit peu plus dans les mœurs et c'est devenu quelque chose de classique, d'habituel, où les enseignants utilisent ce type de support, ce type de médias pour enrichir, varier un petit peu leur mode d'enseignement. Et puis, évidemment, depuis le début du XXIe siècle, avec la démocratisation et la popularisation d'Internet, la mise en place de cours en ligne est devenue quelque chose d'incontournable, aussi bien en France qu'à l'étranger. On a vu aussi apparaître, essentiellement dans les pays anglo-saxons au début, des unités complètement virtuelles. Donc
Donc là, on n'a plus du tout de cours en présentiel, mais vraiment tout se fait à distance. C'est des choses qui, évidemment, je dirais, qui se sont aussi développées dans le reste du monde, que ce soit en Europe, en Amérique latine, en Russie, etc. Et puis, évidemment, quand on parle d'enseignement à distance impliquant l'outil informatique, il faut pouvoir doter aussi bien le corps pédagogique que les étudiants d'ordinateurs portables, en tous les cas d'un moyen de se connecter et de pouvoir participer à ces cours avec un outil informatique. J'en discutais encore hier avec le responsable informatique d'une université dans l'Est de la France. Et si effectivement beaucoup d'étudiants aujourd'hui disposent d'un ordinateur, ce n'est pas à 100%. Un certain nombre d'étudiants étrangers, des étudiants boursiers pour la plupart, n'ont pas forcément les moyens de se doter d'un ordinateur. Et donc là aussi, typiquement, cette université a été amenée à fournir, à prêter un certain nombre d'ordinateurs portables pour que ces étudiants puissent continuer à étudier à distance. Donc là aussi, il y a un défi logistique qui ne touche pas uniquement le monde de l'enseignement. Évidemment, beaucoup d'entreprises ont été confrontées à la même difficulté. Et d'ailleurs, les ventes d'ordinateurs ont été très soutenues depuis le début de l'année à cause de cette crise sanitaire. Alors, l'enseignement à distance, évidemment, ça ne se décrète pas, ça fait apparaître un certain nombre de problématiques un peu nouvelles, et puis, évidemment, on espère en retirer un certain nombre de bénéfices. Alors, parmi les difficultés, la liste n'est sans doute pas exhaustive. Je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse, en tous les cas, sur le sujet. Il faut pouvoir disposer d'outils qui soient adaptés à l'enseignement à distance. Il y a aujourd'hui tout un écosystème d'éditeurs, de fournisseurs qui, évidemment, développent des technologies, des logiciels qui vont être adaptés à ce type de besoin. Il faut aussi pouvoir, quand on parle d'enseignement à distance, gérer des choses qu'on n'a pas quand on est dans les établissements, typiquement la bande passante. Alors, si je suis à utiliser une application relativement peu gourmande, si je suis envoyé des emails, dire là, c'est pas très, très compliqué, mais néanmoins, quand je commence à utiliser un outil je dirais, comme Zoom, comme Teams ou comme d'autres, et bien là, on va avoir une consommation de bande passante beaucoup plus élevée. Et si on est dans une zone où le débit est assez faible, on va avoir du mal à pouvoir participer à ce cours à distance parce que la qualité de l'image, la qualité du son va être dégradée. Donc ça aussi, c'est une problématique qui est propre à l'enseignement à distance. Et il faut pouvoir, encore une fois, permettre à ces étudiants de pouvoir enseigner de bonnes conditions. Je discutais avec une école d'ingénieurs, ils utilisent des applications 3D. Une application de 3D, ça consomme très facilement plus d'1 mégabyte par seconde par utilisateur. Si vous avez 200 utilisateurs, ça fait très vite 200 mégabytes. Certaines applications 3D peuvent consommer jusqu'à 10 mégabytes. C'est une question de taille de l'image, de frame, etc. Mais on voit tout de suite qu'on a besoin d'avoir des débits conséquents pour pouvoir travailler correctement sur ce type d'application. Il y a aussi une grande hétérogénéité des contenus, des plateformes, une diversité des terminaux, des utilisateurs, des applications, et tout ça, ça crée de la complexité qui n'est pas forcément très facile à appréhender. Donc là aussi, il faut pouvoir chercher à masquer cette complexité auprès d'utilisateurs qui n'ont pas forcément de compétences informatiques très avancées et qui sont surtout là pour, je dirais, étudier ou enseigner, pas pour régler des problèmes matériels ou de compatibilité applicative. Évidemment, dès qu'on sort d'un périmètre maîtrisé, eh bien, on va s'exposer à un certain nombre de risques. On va s'exposer à un certain nombre de risques autour de la protection des données également. Et donc, il faut pouvoir, évidemment, répondre à ces risques avec, je dirais, avec des technologies de protection adaptées. Et puis, je l'ai évoqué, il peut y avoir une fracture numérique
au sein des étudiants enseignants qui n'ont pas forcément, je dirais, un ordinateur pour se connecter, qui n'ont pas forcément les compétences suffisantes nécessaires pour l'utiliser correctement. Et donc, au-delà de fournir les équipements, il faut aussi aider ces utilisateurs à bien maîtriser l'outil que l'on remet à leur disposition. Évidemment, l'enseignement à distance on en attend un certain nombre de bénéfices. C'est déjà, je dirais, disposer d'outils supplémentaires pour bien enrichir la façon d'enseigner, trouver de nouvelles manières, de nouvelles méthodes, ne pas remettre forcément en cause ce qui existe déjà, mais compléter, enrichir encore une fois l'offre pédagogique que l'on va mettre à disposition des étudiants. Aujourd'hui, l'utilisation des nouvelles technologies est incontournable dans quasiment tous les métiers. Donc, en quelque sorte, familiariser les étudiants à l'utilisation de ce type d'outils dans un environnement professionnel ou presque professionnel et aussi les préparer au monde du travail, parce qu'ils vont vivre de toute manière dans leur vie future. C'est aussi, comme je le disais, donner des moyens, des outils, des techniques, des compétences pour que les enseignants puissent délivrer un enseignement de bonne qualité, voire de meilleure qualité, un peu plus varié, un peu plus diversifié, et qui va apporter un plus pédagogique dans leur métier. Et puis, c'est aussi un moyen de renforcer le lien école-domicile entre les élèves, les parents et les professeurs. Clairement, en tant que parent d'élèves, l'existence d'une plateforme comme École Directe permet d'avoir un lien direct avec les enseignants, et c'est quelque chose de très positif qui n'existait pas quand j'étais moi-même élève, et je trouve que c'est une avancée significative qui permet d'enrichir, d'aider aussi l'enseignant à mieux comprendre le contexte psychologique, peut-être les difficultés que peut avoir un élève. Donc c'est important et c'est vraiment un plus qui aujourd'hui est à souligner par rapport à ce qui pouvait exister il y a encore 10-15 ans. Je vais profiter des quelques minutes qui suivent pour vous partager avec vous un petit peu ce que l'on a perçu côté Citrix dans le cadre de cette crise sanitaire. Je pense que cette crise et cette période de confinement a surpris tout le monde. On l'imaginait, mais très peu ont pu ou ont été en capacité de l'anticiper. Donc clairement, dans un premier temps, il a été question de gérer la crise, clairement, de s'organiser pour permettre aussi bien aux enseignants, aux étudiants de continuer à travailler. Ça a été l'objet de beaucoup d'initiatives de la part des enseignants, beaucoup de bonne volonté, mais parfois, je dirais, ça s'est fait un petit peu dans le désordre. Évidemment, il n'y avait pas, c'était quelque chose de nouveau et difficile d'anticiper quelque chose qu'on a du mal à imaginer. Et malgré toute cette bonne volonté, c'est vrai que ce n'était pas toujours évident pour les élèves, pour les étudiants, pour les parents aussi, de s'adapter, de comprendre, de savoir quoi faire, comment faire. Il y a eu beaucoup, beaucoup de phases de tension, malgré encore une fois toute cette bonne volonté. Hein, le problème n'est pas là, mais c'est vrai qu'on a essayé de gérer cette crise du mieux possible. Très vite, on a commencé évidemment à apprendre, à comprendre qu'il fallait donner un petit peu de sens, de rigueur, d'organisation à cette situation. Donc, on est rentré dans une phase un peu plus maîtrisée, réfléchie. Cette phase, on l'appelle le work from home. En tous les cas, peut-être plus le monde professionnel, mais c'est un petit peu la même chose pour le monde de l'enseignement. Et là, on a voulu se doter de solutions un petit peu plus industrielles, un peu plus maîtrisées, et on a cherché évidemment à tenter d'optimiser la performance des services qui étaient mis à disposition des utilisateurs. Et puis, on a commencé à se poser une question, c'est OK, là, on va avoir 1, 2 mois, 3 mois de confinement, on va en sortir et on va revenir à une certaine situation de normalité, mais qu'est-ce qui se passe si ça recommence?
Et clairement, le discours qu'on entend aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité, c'est « Ok, la première fois, on n'était pas prêt, mais si ça recommence, il faut qu'on ait un plan. Il faut qu'on sache quoi faire et qu'on se donne les moyens de pouvoir rapidement répondre à ce type de situation si jamais elle réapparaît. » Ça a fait aussi beaucoup évoluer les mentalités. Clairement, on le voit dans la presse, le télétravail qui montait en puissance progressivement depuis déjà une dizaine d'années a connu une phase d'accélération sans précédent. Et je dirais qu'aujourd'hui, le télétravail est devenu quelque part quelque chose de normal, qui est intégré dans la façon dont on va travailler à l'avenir, parce que les nouvelles technologies le permettent, mais parce que aussi les utilisateurs ont pris conscience de l'intérêt du télétravail. Alors, l'idée n'est pas de forcément travailler 100% à distance, mais ça reste quelque chose de complémentaire et je dirais quelque chose qui aujourd'hui est beaucoup plus familier pour un grand nombre d'utilisateurs. Le cloud aussi a connu un succès sans précédent. Je crois que Azure, sur le mois de mars, a vu je dirais, la consommation de workload sur ces plateformes augmenter de 800%. Donc, c'est considérable. Microsoft, Google, Amazon, pour les grands cloud providers, ont eu du mal d'ailleurs à répondre à cette augmentation sans précédent et extrêmement rapide de la consommation. Ils ont beaucoup investi évidemment pour augmenter leur capacité. Et si la transition vers le cloud semble quelque chose d'inéluctable, cette crise sanitaire a clairement accéléré cette transition. Aujourd'hui, le cloud apparaît comme un moyen d'assurer des problématiques de continuité d'activité. Si demain, mon data center, ma salle informatique n'est pas accessible, disponible, et donc de pouvoir continuer à délivrer un enseignement malgré ce type de difficultés. Évidemment, ça pose aussi un certain nombre de défis en termes de sécurité. On n'a pas la maîtrise forcément sur les ordinateurs portables des enseignants, des étudiants, et donc on expose potentiellement le système d'information de l'université, de l'établissement supérieur, à des risques de sécurité qu'il faut pouvoir maîtriser, anticiper, et s'il s'avère, remédier. Alors, comme je vous disais, beaucoup d'organisations ont mis en place des plans d'urgence en France, à l'étranger. Alors, j'en cite quelques-uns, mais il y en a énormément, que ça soit dans les pays anglo-saxons, mais aussi dans l'Europe du Sud. Ça a touché le monde entier et le monde entier a tenté d'apporter des réponses pour pouvoir continuer à exercer son activité. Alors, typiquement, l'université du Sussex, en l'espace d'une semaine, ils avaient déjà une petite plateforme de télétravail qui reposait sur les technologies Citrix, mais en l'espace d'une semaine, ils ont dimensionné leur plateforme pour pouvoir bien servir l'intégralité du corps pédagogique, mais aussi l'intégralité des étudiants. Ça demande évidemment de gros investissements, parce qu'au-delà des technologies Citrix, il faut avoir aussi l'infrastructure matérielle qui permet de servir ses applications et ses utilisateurs. Mais c'est vrai que l'Université du Sussex a su mettre les moyens pour pouvoir disposer très rapidement d'une plateforme disponible pour tous ses utilisateurs. Idem, l'État d'Illinois a déployé une plateforme de travail en quelques jours pour l'intégralité de ses employés, et on parle quand même de 25 000 personnes. La ville de Leeds a livré aussi plusieurs milliers de portables, et aujourd'hui, quasiment la totalité de ses employés peuvent travailler à distance. Enfin, plus près de chez nous, le conseil départemental de Seine-et-Marne est passé d'une plateforme de 50 utilisateurs à distance à environ 1500, donc c'est à peu près 80% de leurs effectifs, en une dizaine de jours. En fait, ils équipaient environ 300 utilisateurs par jour. Donc, au bout d'une semaine, enfin même pas, ils avaient pu équiper la totalité des salariés qui avaient besoin de travailler à distance. Alors,
comment Citrix répond, je dirais, à ces défis que pose, je dirais, cette crise sanitaire? Eh bien, l'offre de Citrix repose autour de 3 piliers. Une offre plutôt orientée environnement de travail, on la verra avec Arnaud dans quelques minutes. Une offre côté réseau, parce que c'est fondamental, je l'expliquais tout à l'heure. Des applications qui fonctionnent bien en mode local vont peut-être pas très bien fonctionner en distance. Donc, les technologies workspace, mais aussi réseau de Citrix vont améliorer clairement l'expérience utilisateur, permettre à ces utilisateurs, même qui peuvent être à l'autre bout de la planète, de travailler correctement et de bonnes conditions pour pouvoir continuer à enseigner ou à étudier. Et puis, on a une troisième brique qui est plutôt orientée sécurité, qui s'appelle Analytics, et qui, elle, vise à aider les équipes d'administration à gérer, à maîtriser leur environnement. Savoir s'il y a des problèmes de performance, savoir s'il y a des problèmes de sécurité, c'est fondamental pour instaurer une informatique de confiance, aussi bien pour vous que pour les utilisateurs. Donc, c'est une offre évidemment particulièrement complémentaire de ce que l'on propose Citrix autour des environnements de travail et du réseau. Et puis, côté utilisateur, il faut aujourd'hui être en capacité de leur proposer une interface simple, intuitive, moderne. Et c'est quelque chose sur lequel Citrix attache beaucoup d'importance. Donc, voilà aujourd'hui typiquement le type d'interface que l'on peut retrouver, quel que soit le type de terminal. On va fonctionner sur des environnements Windows, sur des environnements Mac, mais aussi sur des environnements Linux, et puis sur des terminaux mobiles. Et comme vous pouvez le voir, on va avoir une interface qui est sensiblement la même. Alors, évidemment, sur un smartphone, on ne va pas forcément faire tout à fait la même chose que sur un ordinateur, mais quelque part, la façon dont on va présenter les informations, les applications, les fichiers, etc., vont être, je dirais, homogènes. Et donc, l'utilisateur n'a pas besoin de se poser 15 000 questions pour pouvoir, utiliser cet outil informatique. Je vous propose de m'arrêter là pour ce qui est de ma présentation et de passer la main à Arnaud. Néanmoins, avant de lui donner la main, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pour qu'on puisse ensuite rentrer dans une présentation un peu plus technique. Est-ce que vous avez des questions ? Eh bien, je vous propose de passer la main directement à Arnaud pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet et vous présenter comment fonctionnent les technologies Citrix, de quoi parle-t-on et comment elles vont pouvoir adresser les problématiques qu'on a pu évoquer dans cette première partie de réunion. Je vous remercie. Merci Pascal. Alors, je vais prendre le rôle de présentateur et vous afficher mon écran. Très bien, donc après cette présentation de Pascal, on va passer un peu plus dans la partie technique des différentes solutions Citrix qui vont permettre de répondre à ces besoins. Donc aujourd'hui, il faut savoir, côté Citrix, qu'on place vraiment notre receiver comme le point central d'accès à toutes les données de votre utilisateur, de vos utilisateurs. Donc là, on est vraiment agnostique. On va pouvoir venir mettre toutes les applications SaaS, les applications mobiles, les applications qui seraient on-premise installées, les accès à des bureaux distants et aussi maintenant l'accès à toutes vos données, à vos fichiers et à vos environnements cloud, qui soient hébergés chez Azure, Google, Amazon. Voilà, donc vraiment, le receiver, c'est bien plus qu'un... Le Workspace App, le nouveau nom, c'est bien plus qu'un receiver. C'est pas juste un receiver qu'on a amélioré, c'est vraiment une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de délivrer l'information et les applications à vos utilisateurs. Aujourd'hui, grâce à ce Workspace App, vous allez être capable d'avoir
une expérience en mode SSO, Single Sign-On, de bout en bout. Ça veut dire que votre utilisateur ne connaît que son compte Active Directory et il va être automatiquement authentifié sur les différents portails web que vous allez mettre à disposition depuis le Workspace App. Ce Workspace App, c'est aussi l'intégration d'une recherche universelle. On voit sur la capture un petit bouton de recherche en haut. Vous avez une recherche universelle qui va vous permettre de discuter avec un agent virtuel pour avoir directement l'information dont vous avez besoin. Quelle est mon application de messagerie? Ça va vous répondre Outlook et vous allez pouvoir lancer directement l'application Outlook. On va aussi augmenter la sécurité de ce que vont faire les utilisateurs en intégrant un navigateur sécurisé sur lequel vous allez pouvoir mettre des règles d'accès en fonction de l'emplacement de l'utilisateur, en fonction du matériel qu'il utilise. Vous allez pouvoir dire, OK, je t'autorise à aller sur tel site ou je refuse tel site ou alors je rajoute du watermarking quand tu vas sur un site extérieur. Des choses comme ça. Ouais. C'est pas un receiver, c'est bien plus que ça. C'est une évolution complète et ça se place vraiment en tant que point d'accès unique pour tous vos utilisateurs. Donc ça, c'est l'interface. On voit que l'interface, elle sera la même, quel que soit le périphérique que vous utilisez. Juste, elle est adaptée en fonction du type d'écran que vous avez. Si vous êtes sur un ordinateur type portable ou ordinateur de bureau, les écrans sont plus souvent à l'horizontale. Donc du coup, on va avoir une expérience proche de ce qu'on peut retrouver, par exemple, sur un site comme Facebook. Et dès qu'on va passer sur un monde mobile, on va avoir une expérience intuitive avec l'utilisation d'un seul doigt. Donc là, vous allez pouvoir défiler la liste de vos applications, défiler votre fil d'activité, pouvoir interagir avec juste votre pouce. Pour arriver à ce résultat-là, on va parler un peu du coup d'architecture et surtout de l'architecture FlexCast et des différentes propositions que Citrix peut faire. Aujourd'hui, on a 3 modes pour mettre à disposition un bureau des applications utilisateurs. On a le mode historique, qui est la partie Virtual Apps and Desktop, le cadre de gauche, où là, vous avez toute l'infrastructure, tous les VDA. Donc, les VDA sont les serveurs de publication, que ce soit du VDI ou de la machine Windows Server pour mettre à disposition des applications. Mais voilà, dans le cadre de gauche, c'est l'historique, c'est ce que Citrix fait depuis le début. Vous avez toute la partie infrastructure à gérer, ainsi que la partie données, SQL, Active Directory et les serveurs de publication. En 2015, Citrix a sorti sa première offre cloud en introduisant toute la partie architecture, donc tout ce qui est storefront, contrôleur, SQL, serveur de licence, les consoles Studio Director, tout ça est géré directement dans le cloud de Citrix. C'est hébergé chez Azure, on est partenaire Microsoft. Donc pour l'Europe, c'est hébergé chez Azure aux Pays-Bas. Et c'est Citrix qui va s'occuper de toute la partie management, aussi bien patch management Windows que patch management Citrix. Voilà, Citrix va s'occuper de toute la brique d'infrastructure et uniquement de la brique d'infrastructure pour vous. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle version, vous ne serez pas obligé de patcher toute votre infrastructure. Citrix va le faire pour vous. Donc, du coup, vous n'avez plus la base de données SQL à gérer. Citrix s'en occupe. Citrix va s'occuper de la redondance, de la haute disponibilité et de faire évoluer cette infrastructure en fonction de vos besoins. Du coup, ça vous permet de pouvoir exploiter tous les avantages du protocole Citrix sans avoir forcément besoin de compétences élevées en architecture et en sizing de votre infrastructure Citrix. Et vous allez pouvoir démarrer en moins de 24 heures une infrastructure et un environnement Citrix qui serait hébergé dans le cloud. La seule chose que vous avez à gérer, vous, ça va être vos données et vos serveurs de publication ou vos VDI. Ces VDI-là, au travers d'une machine Cloud Connector, vont venir communiquer avec l'infrastructure Citrix. Et plus vous allez rajouter d'utilisateurs, plus vous allez rajouter de VDA, et plus Citrix va faire évoluer votre infrastructure pour vous. À savoir que cette infrastructure-là, elle est hébergée chez Azure et elle est unique pour chaque client. Vous ne partagez aucune brique avec d'autres clients. La troisième offre, qui elle est sortie en 2019, c'est l'offre Citrix Managed Desktop, donc la partie droite, où là, Citrix va vraiment s'occuper de tout pour vous, mais de manière plutôt minimaliste.
ça veut dire que dans le cloud d'Azure, toujours, on va vous mettre à disposition une machine Windows 10 Virtual Desktop sur laquelle vous allez pouvoir mettre plusieurs utilisateurs sur un Windows 10. Et ce Windows 10 ne pourra contenir que la suite Office 365 et le Virtual Apps et le Workspace Apps de Citrix. C'est-à-dire que vous n'allez rien pouvoir installer d'autre sur cette machine-là. C'est typiquement utilisé pour faire du rebond. Quand vous avez des élèves qui n'ont pas forcément un matériel sécurisé, que vous n'avez pas forcément mis à disposition un ordinateur, une tablette ou des choses comme ça, vous allez pouvoir leur mettre à disposition un bureau Windows 10 dont Citrix va s'occuper de tout, à la fois de l'hébergement chez Azure, à la fois des mises à jour de Citrix, à la fois des mises à jour de ce Windows 10-là. Vous n'avez strictement rien à faire. Juste Citrix vous prévient qu'il va y avoir une mise à jour et vous allez choisir la date et l'heure à laquelle vous voulez que votre parc de Windows 10 soit mis à jour. Ce qui fait que vous, dans votre côté infrastructure, vous n'avez que vos données et que votre Active Directory à gérer. Citrix va s'occuper de tout ce qui est patch management de bout en bout, aussi bien de l'infrastructure que du VDI en lui-même. Donc là, le cas est plutôt limité parce qu'on ne peut rien installer dessus, du fait que Citrix gère le patch management Windows et Citrix. Voilà, on ne va pas commencer à laisser nos clients installer n'importe quelle application qui pourrait potentiellement interférer sur les mises à jour qu'on pourrait appliquer sur ce Windows 10-là. Par contre, voilà, c'est typiquement une machine qui peut servir de rebond pour accéder à votre infrastructure Citrix qui serait hébergée ensuite soit dans le cloud d'Azure, soit on-premise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, ça se veut complètement interactif. N'hésitez pas à utiliser la boîte de dialogue du chat pour ça. Côté FlexCast, le modèle FlexCast aujourd'hui chez Citrix, c'est les trois grands axes dont Pascal a parlé, donc la sécurité, la flexibilité et l'expérience. Et tout ça, voilà, ça va vous permettre de vous mettre à disposition de temps en temps des applications, quand vous avez juste un besoin d'accéder à une application. On n'a pas forcément besoin d'accéder à un bureau en permanence pour tout. Vous avez certainement des étudiants qui n'ont besoin d'avoir accès qu'à un intranet, qu'à une application propre qui serait développée par l'université. Et donc là, pas la peine d'accéder à un bureau complet. Par contre, vous allez potentiellement avoir aussi, ponctuellement ou de manière récurrente, avoir besoin d'un accès à un bureau complet. Et là, on va parler du VDI, ou alors, si vous avez déjà des machines, par exemple dans des salles de TP ou des choses comme ça, vous avez déjà des machines qui sont installées, préconfigurées ou autres, on va pouvoir venir juste mettre cette couche Citrix sur cette machine qui existe déjà, sur laquelle vous avez déjà investi et capitalisé, pour la mettre à disposition de vos utilisateurs à distance. Et tout ça, c'est toujours dans le but d'apporter un maximum de flexibilité. Donc ça va vous permettre de faire de réutiliser des anciens ordinateurs pour en faire juste des stations d'accès. Vous allez pouvoir permettre du bring your own. Si vos étudiants ont déjà des laptops, ils vont pouvoir s'en servir pour accéder à votre infrastructure. Vous allez aussi bien pouvoir vous en servir en interne qu'en externe. C'est-à-dire que pourquoi pas à terme dire, OK, mais mes salles de TP, plutôt que de faire déplacer mes étudiants directement dans ces salles-là, utilisons les ordinateurs d'une autre salle pour accéder à ces ordinateurs qui seraient dans la salle de TP. Et puis pourquoi pas dire au final, ces ordinateurs, mettons-les directement dans le data center et libérons une salle complète et permettons à tout le monde d'y accéder à distance. Voilà, donc là, c'est vraiment le modèle FlexCast. Donc, comme son nom l'indique, hein, c'est flex, c'est vraiment destiné à être flexible et à répondre à un maximum de cas d'usage. Donc, pour vous permettre l'accès à toutes vos applications, le cœur de métier de Citrix, c'est la mise à disposition d'applications et de bureaux. Ce qui est le plus connu aujourd'hui, c'est la mise à disposition d'applications. C'est-à-dire que vous avez vos 5 PC clients qu'on voit sur la partie gauche qui vont accéder à une seule machine serveur qui va donc exécuter 5 contextes utilisateurs dans lesquels les applications vont se lancer. Donc, mon application, elle est installée une fois en centrale sur mon serveur et je vais avoir 5 clients qui vont pouvoir lancer cette application sur cette même machine. Alors, je dis 5, c'est juste pour l'exemple. En fonction de la taille de votre machine, de la lourdeur de l'application, vous pouvez soit réduire le nombre d'utilisateurs, soit l'augmenter. On a des clients qui arrivent à mettre plus de 200 personnes sur une même machine.
Donc voilà, c'est vraiment flexible, c'est vous qui choisissez. Il faut prendre en compte la tolérance de panne, combien vous êtes prêt à perdre d'étudiants si vous perdez la machine. Voilà, ça c'est une réflexion à avoir et ça va vous permettre du coup de faire du déport d'affichage, de faire exécuter l'application en centrale dans votre data center pour que vos utilisateurs puissent y avoir accès à distance depuis n'importe quel périphérique. Donc ça, c'est le modèle Virtual Apps. Ensuite, on va avoir le modèle Virtual Desktop, où là, on a toujours la même chose, cette machine serveur, mais on va pouvoir faire en sorte que nos utilisateurs accèdent à un bureau complet, mais ce bureau est partagé. Donc c'est une machine serveur, mais mes 5 utilisateurs lancent un bureau complet sur ce serveur-là. Donc c'est un peu comme les applications, mais là avec un bureau complet. C'est du mode TSE, mais avec le protocole Citrix derrière. Et tous les apports que Citrix peut apporter sur la partie RDS. Ensuite, on va passer au mode Virtual Apps and Desktop et la mise à disposition d'un VDI. Et là, on va avoir 3 types de VDI. Dans un premier temps, on va avoir du VDI non persistant qu'on appelle mode pool. C'est-à-dire que là, vous avez un parc de VDI qui est disponible. Un utilisateur se connecte dessus. Donc, on lui affecte un VDI. Il va travailler sur ce VDI-là. Et à partir du moment où il va fermer sa session, on va éteindre le VDI, on va le redémarrer et on va le nettoyer. Il va redevenir une image propre, sans trace de l'élève précédent. Et donc là, on est vraiment sur un mode non persistant, en mode pool, et l'étudiant va accéder à un VDI différent à chaque fois. Ensuite, quand on a, par exemple pour les enseignants, on va pouvoir avoir un mode persistant, où là, tout ce que l'enseignant va pouvoir modifier dans son VDI va être conservé et il aura toujours le même VDI. Donc là, il va pouvoir s'installer ses applications, se mettre ses propres données dans le VDI, il les retrouvera toujours à son ouverture de session. Et le troisième mode, c'est le VDI avec du GPU. Donc du GPU, c'est du processeur graphique. Et souvent, dans les universités, on a des outils de conception 3D ou autres qui nécessitent d'avoir une carte 3D dans la machine VDI. Et là, avec Citrix, on va être capable de faire à la fois de la 3D dédiée, dire un VDI, une carte 3D, ou de la 3D partagée en disant 5 VDI, une carte graphique. Et là, c'est vraiment lié à votre hyperviseur, à la carte graphique que vous allez mettre dans votre hyperviseur, combien de cartes graphiques vous allez mettre par hyperviseur, et l'investissement que vous voulez faire. Le dernier mode qui est assez sollicité et plébiscité par les universités, c'est le mode Remote PC Access. C'est la possibilité d'accéder à un bureau, à une machine qui existe déjà, qui est installée. Ça peut être un laptop, ça peut être un poste lourd. Mais vous allez pouvoir donner accès à cette machine dans votre salle de cours à distance en bénéficiant de tous les avantages du protocole Citrix. C'est-à-dire que là, vous allez avoir un Windows 10 qui est dans votre salle de cours. Vous allez juste installer l'agence Citrix, le VDA, vous l'installez sur cette machine-là. Et au travers du portail d'accès Citrix, vous allez retrouver l'accès à ce bureau-là. Donc, mon utilisateur, en se connectant à son portail Citrix, il va avoir le choix de soit pouvoir lancer des applications, soit pouvoir accéder au bureau de la salle de TP. Et là, cette machine pourrait aussi très bien avoir une carte graphique 3D et on pourrait aussi faire de la 3D dans ce mode-là. Si vous avez déjà investi sur des machines qui ont de la 3D, on ne vous demande pas de tout changer, de tout remplacer. Vous pouvez garder et continuer de capitaliser sur ce que vous avez déjà investi auparavant. J'espère que j'ai été assez clair. Donc, pour en revenir un peu à un mode d'architecture aujourd'hui, quand vous voulez faire fonctionner une infrastructure Citrix on-premise, voilà toutes les briques, voici toutes les briques que vous avez à gérer. Donc, toute la partie haute sont toutes les briques d'infrastructure qui sont utilisées par le delivery controller. Donc, il y a la partie storefront qui permet de publier les différentes applications et bureaux auxquels les utilisateurs ont accès. Pour que tout ça fonctionne, il faut un serveur de licence sur lequel vous allez mettre les licences Citrix qui vont être allouées à chaque connexion de vos utilisateurs. Et pour toute la partie administration et supervision, il y a 2 consoles qui sont Director et Studio. Toutes ces briques-là communiquent avec les delivery controllers qui sont les chefs d'orchestre de votre infrastructure et qu'il va falloir redonder
Et eux stockent toutes les données et toute la configuration, tout est stocké dans une base SQL qu'il faut aussi maintenir avec un niveau de disponibilité assez élevé pour éviter de dégrader l'expérience de vos utilisateurs. Ensuite, toute la partie basse, ça va être toute la partie méthode d'accès et vos données, en fait. Donc là, vous avez les applications, vous avez les différents bureaux. Il va falloir gérer un Active Directory. Et là, j'insiste bien sur ce point-là parce que l'Active Directory doit être un Active Directory Microsoft uniquement. On a des universités qui sont en OpenLDAP sur lesquelles ça n'a pas été possible d'installer Citrix. Il faut absolument même un mini Active Directory pour pouvoir stocker les comptes machines, les comptes utilisateurs et faire les associations des applications en fonction des utilisateurs. Et ensuite, on a la partie sécurisation de l'accès pour les accès extérieurs avec la partie gateway. Donc ça, c'est dans la gestion d'une infrastructure complètement on-premise. Si on passe aujourd'hui à Virtual Apps and Desktop Services, vous avez toujours ces briques d'applications, de bureaux à gérer. Alors, ça peut être géré dans votre data center, ça peut être géré dans un data center extérieur ou hébergé par un partenaire. Mais par contre, toutes les briques d'infrastructure vont être gérées dans la partie Virtual Apps and Desktop Services. Donc là, vous allez pouvoir oublier votre licence SQL, qui est souvent assez élevée en fonction du mode de haute disponibilité dont vous avez besoin pour votre base. Vous allez pouvoir oublier toute la partie gestion et redondance des delivery controllers, qui sont les chefs d'orchestre, qui sont souvent les briques les plus complexes et les plus périlleuses à mettre à jour. Il faut vraiment les faire en heure non ouvrée, s'assurer d'avoir tout sauvegardé au préalable. Il y a des procédures assez lourdes et complexes à respecter. Et vous allez vous affranchir de toute la partie serveur de licence et storefront pour la présentation des applications, puisque Citrix va venir gérer tout ça. Ce qui veut dire que votre client, Workspace App, va venir se connecter à votre gateway et au travers du Cloud Connector, vous allez récupérer la liste des applications disponibles pour votre utilisateur. Donc là, on est vraiment dans une infrastructure as a service gérée intégralement par Citrix, aussi bien la partie Microsoft que la partie Citrix pour les briques d'infrastructure. Vous restez complètement maître de vos données. Aucune de vos données ne sont stockées chez Citrix. Ça va vous permettre aussi de partir sur une offre Virtual Apps and Desktop Services, d'introduire un mode hybride ou un mode multi-cloud. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en partant sur une offre hébergée chez Citrix, vous allez avoir la possibilité de venir stocker vos serveurs de publication, que ce soit du VDI ou des serveurs Citrix. Vous allez pouvoir venir les stocker à la fois on-premise et à la fois chez des fournisseurs de cloud public comme Azure, si vous voulez tout mettre chez Azure, vu que notre infrastructure est chez Azure, ou Google CGP et AWS. Donc, vous allez à la fois pouvoir faire de l'on-premise et dire, OK, soit on va commencer par du PRA ou autre en disant, bon, bah, on va commencer à mettre des petites briques chez notre fournisseur Google, par exemple, en disant, bah, si toutefois j'avais un problème avec mon infrastructure on-premise, je serais capable de redémarrer sur mon infrastructure hébergée chez Google. Donc voilà, ça, on se veut complètement agnostique chez Citrix et dire vous allez avoir la possibilité d'utiliser n'importe quel fournisseur de cloud public ou privé pour héberger une partie ou tout de votre infrastructure. On a des clients qui sont 100% Azure, qui sont partis sur l'offre Virtual Apps and Desktop Services hébergée chez Azure et qui en plus ont mis leur serveur de publication dans leur tenante Azure aussi. Côté utilisateur, aujourd'hui, le protocole HDX, c'est 30 ans d'innovation. C'est 30 ans d'amélioration de ce déport d'affichage. Alors là, si vous pouvez comparer ou autre, mais on est loin, très très loin et beaucoup plus performant de ce qu'un VNC est capable de faire. Donc là, on est vraiment sur un déport d'affichage évolué et adaptatif. Aujourd'hui, on est capable de venir savoir
quelle zone de votre écran est la plus mobile, la plus changeante, pour éviter d'avoir à renvoyer l'intégralité de l'écran. On ne va remplacer avec des modes de compression différents que les parties les plus mobiles de votre écran, ce qui change d'affichage le plus régulièrement possible. Donc là, pour tout ce qui est vidéo, comme si vous êtes sur YouTube ou que vous lancez un portail d'e-learning ou de choses comme ça, à partir du moment où il y a une vidéo, on va utiliser le codec H264 pour venir compresser et décompresser le flux vidéo. Pour tout ce qui est texte, si on détecte l'utilisation de Microsoft Word ou vous êtes en train de lire une page Wikipédia ou des choses comme ça, là, bien sûr, il ne faut aucun pixel sur la police d'écriture pour que ce soit le plus lisible possible. Et donc là, on est capable de faire ce qu'on appelle de la compression zéro perte pour que vous ayez le meilleur affichage et les polices d'écran les plus lisses possibles. C'est une partie de l'écran qui ne bouge pas fréquemment, donc il n'y a pas besoin d'apporter de la compression supplémentaire. On est capable aujourd'hui, avec les débits qu'on a, de pouvoir envoyer ces polices d'écran de manière extrêmement lisse, comme si vous aviez utilisé Word en local. Pour tout ce qui est petites images, là, on va être capable de les détecter, de les compresser au format JPEG pour gagner toujours en bande passante et faire en sorte qu'elles se chargent le plus vite possible dans le contexte de l'utilisateur. On va avoir d'autres notions aussi. On va être capable d'introduire ce qu'on appelle la nouvelle fonctionnalité du Workspace App, qui est le Virtual Display Layout, qui va permettre de splitter votre écran, même si vous n'avez qu'un seul écran, et de simuler l'utilisation de 2, 3, 4, 5 écrans et de les disposer de la manière dont vous voulez. Vous allez pouvoir... c'est souvent plus agréable de travailler sur 2 écrans parce qu'on peut mettre une fenêtre à droite, une fenêtre à gauche. Mais quand vous n'avez qu'un seul écran, ils sont de plus en plus larges et de plus en plus grands. Aujourd'hui, Citrix permet de splitter votre écran en 2 et de simuler l'utilisation de 2 écrans. Et justement, de pouvoir jouer avec vos fenêtres, d'en mettre une en plein écran à droite, de garder plein de petites fenêtres à gauche. Voilà. Côté GPU, j'en parlais aussi tout à l'heure, donc on a tout ce module HDX 3D Pro qui va vous permettre d'utiliser le processeur graphique de la machine sur laquelle vous vous connectez. Donc aujourd'hui, on est compatible avec toutes les cartes NVIDIA, avec beaucoup de cartes AMD aussi, de plus en plus. Et aussi, nouveauté, on est compatible avec les nouveaux processeurs Intel qui intègrent, donc les Intel Iris, qui intègrent un processeur 3D, une partie 3D dans le processeur. Et là, on est capable d'exploiter cet Intel Iris pour justement permettre à l'utilisateur distant de bénéficier des performances 3D de la machine sur laquelle il se connecte. Côté optimisation, on ne s'arrête pas juste à ça parce qu'aujourd'hui, on est capable d'optimiser Skype for Business et Teams. C'est-à-dire que si vous utilisez aujourd'hui de l'Office 365 ou que vous avez du Skype for Business dans votre infrastructure, vous allez être capable de venir l'optimiser et de faire de la vidéoconférence avec une expérience similaire à ce que vous auriez en mode local grâce à nos différents protocoles d'optimisation. On est aussi capable d'optimiser le rendu HTML5 puisqu'aujourd'hui, si vous allez sur un site comme YouTube, comme Dailymotion ou autre, tous les sites aujourd'hui sont en HTML5. Et donc là, on va permettre à l'utilisateur d'avoir une expérience identique à ce qu'il aurait sur son poste local, mais au travers d'une session distante Citrix. Il va pouvoir regarder une vidéo YouTube, la mettre en plein écran. Et comme on est capable d'optimiser et de rediriger l'HTML5, il ne va avoir, pour ainsi dire, aucun lag, aucun freeze de son image. Donc, ce qui va être très apprécié pour tout ce qui est vidéoconférence ou e-learning. Ou, voilà, je ne sais pas si vous avez des professeurs qui affichent des vidéos ou autres, mais là, ils pourront continuer à le faire dans une infrastructure VDI pour que l'enseignement à distance puisse continuer, même avec des vidéos. Côté périphérique aussi, là c'est assez important, surtout pour ceux qui vont faire un peu de 3D, c'est qu'on est capable de remonter aujourd'hui 99% des périphériques du marché. Alors clavier, souris, tablette, ça, il n'y a aucun souci, on est capable de tout remonter, que ce soit des claviers de bourse, des claviers braille pour les malvoyants, ou des claviers plus exotiques les uns que les autres, on est capable de tous les remonter. Idem côté imprimante et scanner.
n'ayez crainte, si votre utilisateur à distance a besoin d'imprimer ses feuilles de cours ou autres, on va être capable de remonter dans sa session Citrix l'imprimante qu'il aurait branchée à son laptop. S'il est chez lui, qu'il a son imprimante branchée à son laptop ou même en Wi-Fi chez lui, il va pouvoir être capable de donner l'ordre d'imprimer sur cette imprimante-là qui est chez lui depuis son VDI qui serait hébergé chez Azure ou dans votre infrastructure Citrix. Si vous avez besoin de lui demander de scanner son cours ou son TP ou des choses comme ça, il va pouvoir le scanner avec son scanner chez lui, bien qu'il utilise une machine qui serait hébergée dans votre infrastructure. Côté audio et vidéoconférence aussi, on est capable de remonter tous les périphériques de type Jabra, pour tout ce qui est pieuvre audio, casque, webcam qui suivent le mouvement ou autre, tout ça, il n'y a pas de souci. On est capable de tout remonter. Et là aussi, côté périphérique un peu plus exotique, on est capable de remonter tout ce qui est lecteur de carte à puce, tout ce qui est scanner ou autre périphérique pour défiler les présentations. On va être capable de remonter aussi tout ce qui est dongle USB pour le licensing de vos applications. C'est-à-dire que si votre application elle est authentifiée et licenciée via un dongle, on est capable de brancher le dongle dans la machine de l'utilisateur et de le réutiliser sur le VDI qui serait hébergé dans votre infrastructure. Autre chose que permet aujourd'hui l'utilisation du Workspace App, c'est la possibilité de caster la session Citrix sur un écran. Par exemple, vous avez des salles de cours avec des grands écrans. Eh ben, le professeur va être capable, en utilisant le Workspace App, de diffuser le contenu de sa session Citrix sur cet écran-là. Et là, la seule chose qu'il a à faire, c'est de choisir l'écran en question. Et une fois qu'il a choisi l'écran, c'est de venir flasher le QR code qui est affiché sur l'écran avec son périphérique ou de taper le code qui est affiché sur l'écran s'il est sur un laptop pour que sa session Citrix soit basculée sur ces grands écrans-là. C'est-à-dire qu'il peut commencer à travailler sur son laptop et dire « Ok, maintenant je rentre dans ma salle de cours et en Wi-Fi, je vais pouvoir afficher ce que j'avais sur mon laptop sur l'écran qui est présent dans ma salle de cours. » Et ça, c'est grâce à l'utilisation et au partenariat qu'on a avec Raspberry, qui fournit des petits boîtiers à moins de 100 € que vous pouvez brancher en HDMI derrière l'écran, avec soit un port réseau, soit une carte Wi-Fi supplémentaire. Et voilà, ça vous permet d'interconnecter des grands écrans de vos salles de cours avec vos sessions Citrix. Côté performance, je disais pourquoi on est bien plus performant qu'un protocole RDS ou qu'un VNC classique, c'est qu'aujourd'hui, on a l'évolution de notre protocole qui nous amène à l'adaptative transport, qu'on appelle EDT aujourd'hui, qui va vous permettre justement de pouvoir, sur des liens à forte latence, par exemple, si vous avez des utilisateurs distants qui n'ont pas forcément des box très performantes ou qui font ça en 3G, 4G, ils vont avoir forcément de la latence. Et là, grâce à notre protocole EDT, qui est un mix de UDP et de TCP, vous allez pouvoir permettre une expérience utilisateur 2 fois meilleure qu'en temps normal. C'est-à-dire qu'à partir, on a des seuils qui disent que quand on utilise un bureau complet, à partir de 200 millisecondes de latence, ça commence à se ressentir pour l'utilisateur. L'utilisateur, à partir du moment où il rencontre 200 millisecondes de latence, voilà, ça devient compliqué. Quand il clique, il ne sait pas vraiment s'il a cliqué, donc il a tendance à recliquer une deuxième fois au même endroit. Et ça a des effets boule de neige où on a fermé un document, mais en fait, on a fermé le deuxième document en plus parce qu'on a cliqué 2 fois en pensant que rien ne s'était passé. Voilà, donc le protocole EDT permet d'améliorer tout ça sur des liens qui auraient des latences assez élevées. Et on a estimé que grâce à EDT, à partir de 400 millisecondes de latence, ça commençait à avoir un impact sur l'expérience de l'utilisateur. Donc on a réussi à doubler cette latence assez facilement. Et grâce à toute la partie adaptative display dont j'ai parlé tout à l'heure, avec les méthodes de compression différentes en fonction de ce qui se passe sur l'écran, on a vraiment une expérience utilisateur qui est optimum. Côté administration maintenant,
Donc, on a vu à la partie utilisateur ce que ça donnait. Il est aussi important de voir à la partie administrateur. Aujourd'hui, on est complètement flexible et agnostique et vous allez pouvoir installer vos machines, vos VDI, vos serveurs d'infrastructure si vous voulez faire de l'on-premise sur n'importe quel type d'hyperviseur. Donc, on a Citrix Hypervisor, hein, qui est notre solution de virtualisation de machines. Vous allez aussi pouvoir baser votre infrastructure sur de l'Hyper-V, du VMware ou du Nutanix. Il n'y a pas de souci. Citrix va vous permettre d'utiliser n'importe quel type d'hyperviseur pour héberger vos VDI ou votre infrastructure. Côté cloud, aujourd'hui, cloud public, on va supporter les 3 plus grands éditeurs de cloud public qui sont Google, Amazon et Azure. Côté système d'exploitation maintenant, et là, on a une panoplie de systèmes d'exploitation qui est assez large, puisqu'aujourd'hui, on va supporter à la fois de l'environnement Windows et de l'environnement Linux. Donc, Pascal en parlait tout à l'heure. On est capable de venir publier des applications ou des bureaux sur des machines Linux. Donc, aussi bien du Windows desktop, comme on dit, donc Windows 7, 8 et 10, sur du Windows Server, donc 2008 R2 à 2019, et sur les différentes éditions Linux, comme SUSE, Red Hat, Ubuntu. On a certains clients qui font des développements web ou autres, qui ont besoin d'accéder à des machines qui sont hébergées sous Linux, ou simplement pour réduire les coûts aussi d'accès au VDI ou d'accès à des applications. Et ben, vous allez pouvoir vous affranchir de la licence Windows en utilisant une machine sur laquelle les utilisateurs vont se connecter qui serait sous Linux. Côté déploiement, maintenant, une fois que vous avez fait le choix de votre machine, que vous voulez par exemple du VDI ou de la machine serveur, Citrix va vous mettre à disposition un outil qu'on appelle Machine Creation Services, qui va vous permettre de créer une image de référence, donc qui est la master VM. Vous allez créer votre VM, donc VDI ou serveur, Linux ou Windows d'ailleurs, sur laquelle vous allez installer toutes vos applications. Vous allez lancer tout ce dont les utilisateurs vont avoir besoin, vous allez la configurer, la paramétrer comme vous voulez, et vous allez dire à Citrix, OK, cette VM-là, eh ben, je veux en faire une image qui sera répliquée autant de fois que je vais en avoir besoin. Donc là, Citrix va créer un snapshot de cette image et en faire une image de référence qu'on appelle la master image. Cette image de référence, on va venir la copier et la dépersonnaliser. Enlever, donc on va passer un sysprep, on va réarmer Windows, on va réarmer Office, on va dépersonnaliser, supprimer les journaux d'événements. Alors, on va exécuter plusieurs tâches sur cette machine de référence-là pour en faire une image qui va être disponible au déploiement. Là, ça déploie image, et cette image-là, elle va être hébergée donc, sur votre stockage, et elle va être en lecture seule pour les différentes VM que vous allez créer à partir de cette référence-là. Donc là, aujourd'hui, je dis, je veux 3 VM basées sur cette master VM. Donc, on va venir lire le contenu de mon image de référence et on va avoir 2 disques supplémentaires par machine qui vont être des petits disques. Hein. On n'a pas besoin d'avoir 80 gigas par VM. Mais ces disques-là, ils vont contenir l'identifiant de la VM, donc son compte AD et son password dans l'AD. Ça va permettre d'identifier chacune de vos VM. Et on va avoir un disque qui va servir en lecture et écriture pour toutes les différences qu'il va y avoir, qui vont être créées, qui vont être lues entre l'image, la deploy image et la VM, son état actuel. Donc là, on est sur de l'écriture sur un disque différentiel. Ce qui veut dire, et je le disais au début pour le mode pool du VDI, que si mon utilisateur utilise une VM en mode pool, ma VM 1 par exemple, lorsqu'il va fermer sa session, on va redémarrer cette VM et on va supprimer le disque différentiel, ce qui veut dire que la VM va repartir sur une image propre, qui est la deploy image, qui est en lecture et qui est la même pour tout le monde. Si vous partez sur une VM en mode persistante pour vos enseignants, eh ben, ce disque différentiel, on va le garder et on va associer la VM 1 à l'utilisateur en question. L'autre méthode pour mettre à jour et pour déployer vos images,
Donc, comme on vient de le voir là sur la partie MCS, Machine Creation Services, on sollicite énormément le stockage. Tout est basé sur le stockage. Donc, il vous faut du stockage performant pour avoir une expérience utilisateur la plus optimale possible. Le deuxième type de déploiement qu'on va avoir, et là qui est vraiment du déploiement à grande échelle et qui nécessite une infrastructure à part, c'est la partie Provisioning Services. Et là, Provisioning Services, ça va vraiment être du streaming à la demande du système d'exploitation. C'est-à-dire que vous allez avoir votre image qui est en lecture seule sur un stockage. Cette image va être provisionnée par les serveurs de provisioning sur ce qu'on va appeler des target devices, des machines ciblées. Du coup, on ne va faire du provisionnement qu'à la demande. Ça veut dire qu'un OS, quand il démarre aujourd'hui, un OS Windows, par exemple un Windows 10, quand il démarre, pour afficher le bureau de l'utilisateur, il n'a besoin que de 500 MO. Ça veut dire qu'à chaque démarrage de VDI, vont passer sur le réseau 500 mégas par VDI. Ensuite, lorsque l'utilisateur va continuer de travailler sur ce VDI, on ne va streamer que les fichiers dont l'utilisateur a besoin. Donc, c'est une vraie infrastructure à part qui nécessite presque un réseau dédié maintenant pour être sûr d'avoir les meilleures performances possibles et surtout un réseau d'une très très bonne qualité puisqu'il faut éviter les retransmits TCP ou autres ou toutes les problématiques qu'on peut avoir sur du TCP. Il faut savoir que si, dans ce cas-là, vous avez une coupure de lien entre le serveur de provisioning et le target device et que l'utilisateur a besoin d'accéder à un fichier qui n'aurait pas été streamé, c'est l'écran bleu assuré sur la machine cliente. Donc là, on sollicite beaucoup moins le stockage. Par contre, on sollicite beaucoup plus le réseau. Donc voilà, c'est deux modes de déploiement qui sont différents, qui ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et après, si vous êtes plus intéressé sur un mode qu'un autre, n'hésitez pas à me poser des questions ou on va vous laisser nos coordonnées après. Vous pourrez vraiment interagir avec nous et nous poser toutes les questions dont vous avez besoin. On pourra monter des workshops sur des fonctionnalités plus précises. Côté gestion de votre image aussi, on va vous permettre d'intégrer la partie App Layering de Citrix qui va vous permettre de décomposer votre machine au final en plusieurs couches. Vous allez avoir la première couche qui est la couche du système d'exploitation. Donc là, vous allez installer la partie Windows et vous allez mettre les différentes mises à jour à date dans cette couche-là. Ensuite, vous allez créer la couche plateforme. Et là, vous allez avoir plusieurs types de plateformes possibles. Vous allez pouvoir mettre la partie du VDA Citrix. Donc là, vous allez pouvoir avoir un VDA dans une version. Vous allez pouvoir créer une autre plateforme avec un VDA dans une autre version. Vous allez aussi pouvoir intégrer l'antivirus dans cette plateforme et dire, je veux tester un nouvel antivirus, je vais créer du coup une nouvelle plateforme. Mais toutes ces couches plateformes seront toutes fonctionnelles avec la même couche système d'exploitation, avec la même OS layer. Idem pour les applications. Vous allez pouvoir créer des couches, soit par application, soit des couches qui intègrent déjà plusieurs applications. Et la dernière partie, qui est la partie User Layer, où là, vous allez pouvoir permettre sur des OS desktop, type Windows 7 ou Windows 10, dire « Ok, je veux permettre à mon utilisateur d'installer les applications dont il a besoin. » Donc, une fois qu'on a toutes ces couches, ça va nous permettre d'avoir des masters différents, mais qui seront toujours basés sur la même couche système d'exploitation et la même couche plateforme, par exemple. Ce qui veut dire que le jour où il y a une mise à jour Citrix qui sort, même si vous avez déployé 15 masters parce que vous avez des couches applicatives différentes, eh bien, ces 15 masters vont être basés sur la même OS layer. Et donc, si vous avez une mise à jour Microsoft à faire dedans, vous ne la faites qu'une seule fois pour vos 15 masters. Donc là, vous allez vraiment avoir une économie de temps assez considérable. Pareil, si vous avez une mise à jour de Citrix à passer, vous n'allez mettre à jour que la plateforme layer pour vos 15 différents masters. Donc là, vous gagnez du temps, vous gagnez de la flexibilité et vous pouvez vraiment créer des masters propres à chaque type d'utilisation que vous allez avoir au sein de votre établissement. Côté supervision maintenant, qui est aussi un des gros points forts et la valeur de Citrix, c'est la partie Director. Aujourd'hui, quand vous installez une infrastructure Citrix, qu'elle soit on-premise ou dans le cloud, vous avez accès à la console Director,
qui va vous permettre d'avoir des informations en temps réel sur l'état de santé de votre infrastructure, qu'elle soit dans le cloud ou qu'elle soit on-premise. Vous allez avoir en temps réel le nombre d'utilisateurs connectés, le temps moyen que ces utilisateurs ont mis pour ouvrir une session. Vous allez pouvoir créer des rapports sur l'utilisation et les heures de connexion de vos utilisateurs. Vous allez pouvoir vraiment venir superviser la latence de l'utilisateur et savoir combien de latence il a. Est-ce que c'est, quand il appelle pour dire que c'est lent, est-ce que c'est lié à sa connexion Internet? Est-ce que c'est lié à son application? Voilà, vous allez vraiment avoir des informations propres à la vie de sa session Citrix. Et là, vous allez même avoir des informations sur l'hyperviseur sur lequel est hébergée la machine qu'il est en train d'utiliser. Est-ce que c'est l'hyperviseur qui est saturé? Est-ce que c'est la VM qui est saturée? Est-ce que c'est le lien qui est saturé? Voilà, ça va vous permettre vraiment de vous donner des informations précieuses pour le troubleshooting et la supervision de votre infrastructure. La partie director va aussi vous permettre de créer des sondes qui vont venir vous donner un état des lieux de votre infrastructure et dire, OK, là, la sonde, elle a fait un test toutes les 10 minutes et elle a remarqué que sur les 41 tests qu'elle a fait, eh ben, il y en a 41 qui ont eu un problème d'authentification. Donc là, oh, OK, là, je dois peut-être avoir un problème avec mon Active Directory ou avec mon serveur Storefront où il s'est passé quelque chose, mais mes sondes ont rapporté des problèmes d'authentification. On aurait pu aller plus loin en disant, OK, ma sonde s'est bien authentifiée, elle a bien récupéré la liste de ses applications. Par contre, ma sonde a eu, sur 41 tests, elle a eu 29 erreurs de lancement d'application. Et là, vous allez cliquer sur le petit bouton rouge et ça va vous donner les raisons et les solutions possibles pour répondre à cette problématique-là. Donc ça, c'est toute la partie probing, et ce qui va vous permettre d'être vraiment proactif et d'éviter d'attendre les appels utilisateurs pour commencer à agir sur votre infrastructure. Avec Citrix, vous avez aussi la possibilité d'avoir un outil d'optimisation de votre environnement utilisateur qui s'appelle Workspace Environment Management, donc WEM en abrégé. Et WEM, ça se décompose en 3 modules principaux. Le premier module qui est l'optimisation du CPU et de la RAM. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez mettre à disposition des VDI qui vont être du Windows 10 avec 4 Go de RAM. Eh bien, il n'y a pas de souci. Avec la partie optimisation de RAM, on va être capable d'utiliser et de déplacer la RAM peu souvent utilisée par l'utilisateur et de la mettre dans le swap pour que les applications dont l'utilisateur se sert le plus soient les plus réactifs possibles. Idem sur la partie CPU. Vous avez des utilisateurs qui vont lancer des gros traitements avec leurs applications. Et bien, cet utilisateur-là, malgré que son application soit en train de prendre 100% du CPU, on va pouvoir interagir avec la file d'attente d'accès au CPU et dire, OK, là, on a une application qui a un vrai besoin régulier de performance CPU qui gêne le lancement du navigateur, de l'explorateur, des choses comme ça, qui le ralentissent. Du coup, on va prioriser ces petites demandes ponctuelles des petites applications pour que l'utilisateur puisse garder une utilisation fluide de son VDI. Ou si vous êtes sur un environnement partagé par plusieurs utilisateurs, sur un bureau Windows 2019 par exemple, si un utilisateur se met à saturer le CPU parce qu'il a fait une mauvaise action, cela va limiter l'impact sur les autres utilisateurs connectés à la même machine. Voilà, ça c'est pour la partie optimisation CPU et RAM. On a aussi le deuxième module qui est la partie optimisation du temps d'ouverture de session. Donc, quand on est sur des environnements distants, le profil utilisateur est l'une des raisons pour laquelle on perd le plus de temps à l'ouverture de session. L'application des GPO, l'application des scripts de connexion. Tout ça, aujourd'hui, quand on fonctionne dans un mode Microsoft, Windows, Active Directory, on est limité par le fonctionnement des GPO, à savoir que chaque GPO s'exécute l'une après l'autre. Ce qui veut dire que si on a une GPO de connexion des lecteurs de disques et une GPO de connexion à des imprimantes, eh ben, on va attendre que les disques aient été connectés avant de connecter les imprimantes. Là où WEM tire tout son avantage, c'est de dire
que toutes ces tâches-là, on va venir faire un petit travail de fourmi dans les GPO pour dire, OK, on connecte ces lecteurs, OK, on connecte ces imprimantes, OK, on connecte ces partages-là. Pas de souci, tout ça, en fait, on va le sortir des GPO et on va le mettre dans la partie dans la partie ouverture de session gérée par WEM. Et là, WEM, lui, va être capable d'exécuter toutes ces tâches de manière parallèle. C'est-à-dire que WEM va être capable de connecter un lecteur réseau en même temps qu'il connecte une imprimante. Et quand bien même, la première chose que va faire l'utilisateur en ouvrant sa session, ce n'est pas forcément d'imprimer un document tout de suite dans la foulée. Donc, WEM va même permettre à ce que l'utilisateur ait déjà accès à son bureau et à continuer d'exécuter des tâches non importantes en arrière-plan, ce qui va vraiment donner l'impression à l'utilisateur que sa session s'est ouverte de manière extrêmement rapide, alors qu'on continue à exécuter des tâches en arrière-plan pour lui, mais on a identifié que c'était des tâches pas forcément les plus utiles dès l'ouverture de session, donc on peut se permettre de les faire après. Le troisième et dernier module de WEM, ça va être la personnalisation de l'environnement utilisateur. Ça veut dire que de manière graphique, vous allez pouvoir venir sécuriser le poste sur lequel l'utilisateur est connecté en supprimant l'accès, par exemple, au panneau de configuration, en supprimant le bouton connecter un lecteur réseau depuis l'explorateur Windows. Et ça, vous allez pouvoir le faire de manière dynamique. Vous n'allez pas être obligé d'attendre à ce que votre utilisateur ferme sa session et en rouvre une autre pour que les modifications soient appliquées. Vous allez pouvoir venir ajouter ou supprimer des options qui sont toutes disponibles par GPO, hein. Mais vous allez pouvoir le faire à la volée pour vos utilisateurs, même s'ils sont connectés sur la machine. Vous allez pouvoir forcer un fond d'écran, vous allez pouvoir forcer des lecteurs réseau, vous allez pouvoir supprimer des fonctionnalités du système d'exploitation. Voilà, vous allez pouvoir vraiment interagir de manière dynamique avec vos utilisateurs et venir sécuriser leur environnement. La dernière brique dont je vous parlerai, Oui. il ne me reste plus que 2 slides. Oui, Arnaud, juste pour préciser que WEM est une technologie Citrix, mais qui n'a pas d'équivalent chez nos concurrents. Donc, pour en fait disposer de ce type de technologie, ça veut dire l'acquisition d'un logiciel tiers ou la nécessité d'augmenter les capacités de l'infrastructure, mais qui ne va pas non plus permettre d'aller aussi loin que ce que propose WM. Donc, c'est extrêmement important. C'est à la fois un facteur de performance, mais aussi d'économie. Je te laisse la marne. Oui. Nos 2 principaux concurrents en outils tiers sur ces solutions-là sont RES et j'ai oublié le nom, Ivanti. Voilà. Donc, pour finir, sur toute cette partie infrastructure et architecture, la dernière brique proposée par Citrix pour toute la partie sécurité, le 3e cercle dont parlait Pascal au début de sa présentation, est assurée par la partie Analytics. Analytics sera forcément un service qui sera hébergé dans le cloud. Ça demande une telle puissance de calcul qu'on ne peut pas vous le mettre à disposition dans votre infrastructure. On va être capable d'analyser votre infrastructure on-premise et votre infrastructure cloud. Par contre, le moteur derrière est forcément dans le cloud. Aujourd'hui, Analytics, c'est 2 modules différents. C'est un module sécurité et un module performance. Analytics va venir collecter en permanence ce que font vos utilisateurs avec le matériel dont ils disposent, qu'il soit mis à disposition par vous ou que ce soit leur propre matériel. Ça va analyser le comportement de l'utilisateur, voir quelles sont les applications qu'il a l'habitude de lancer, quel est le contenu auquel il a l'habitude d'accéder et depuis quel réseau il se connecte en général. On va identifier les heures, le lieu, le nom d'utilisateur, la quantité de données que l'utilisateur a l'habitude de faire transiter sur le réseau. Voilà. On va vraiment collecter un maximum d'informations et apprendre de ce que les utilisateurs font. À partir de là, on va pouvoir en déduire, on va pouvoir vraiment analyser et interagir avant même qu'il y ait un risque ou avant même qu'un administrateur puisse s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si votre utilisateur a l'habitude de se connecter depuis Paris, depuis un laptop Windows 10 et qu'il se sert d'une application en particulier,
c'est sa routine. Et ça, Analytics, il a bien pris en compte, donc il considère que c'est le comportement normal de cet utilisateur. Par contre, ce même utilisateur, 1 heure après, se connecte en Russie, accède et télécharge plus de 10 gigas de données. Là, Analytics veut dire « Oh, mon utilisateur n'a jamais eu l'habitude de faire ça, il y a un comportement à risque. » Et là, vous allez pouvoir dire à Analytics d'interagir directement sur le compte de l'utilisateur. Et là, c'est la partie sécurité qui prend en compte, c'est la brique sécurité d'Analytics qui se met en route. Et là, vous allez pouvoir dire, soit Analytics ne fait que de me prévenir, je reçois un email de la part d'Analytics pour me dire qu'il y a un comportement dangereux, et du coup, c'est moi, administrateur, qui dois me connecter à ma plateforme, vérifier ce qu'Analytics m'a dit et interagir en conséquence. Soit je vais laisser Analytics agir tout seul et dire, OK, Analytics, si tu détectes ce comportement-là, bloque le compte de l'utilisateur, verrouille-le, change le mot de passe, ou supprime les données, ou restaure les données à une date plus récente. Mais voilà, vous allez pouvoir vraiment être proactif et laisser la partie intelligence artificielle d'Analytics agir à votre place. Encore une fois, le comportement, c'est de l'auto-apprentissage. Et dans un premier temps, vous pouvez juste le mettre en phase d'écoute et d'apprentissage avant de le laisser interagir. Peut-être que vous avez des utilisateurs nomades qui ont l'habitude de se connecter depuis un peu partout en France, mais c'est un comportement normal. Donc là, vous allez dire Analytics, juste tu le surveilles, mais tu ne fais rien. C'est normal. Et Analytics, petit à petit, va le prendre en compte et va baisser le risque de cet utilisateur en fonction de sa façon de travailler. Le deuxième module qui est inclus du coup avec Analytics, c'est Analytics pour performance. Et là, Analytics pour performance, c'est vraiment l'analyse de bout en bout des performances de la session de l'utilisateur. Ça veut dire qu'on va être capable de déterminer si la latence, elle est entre le poste de l'utilisateur et la gateway. Auquel cas, ça voudrait dire que c'est son lien ADSL public qui a un problème. Ou si la latence, elle est entre la gateway et le VDI. Donc là, ça veut dire que si j'ai un problème entre les deux, c'est que ça vient de mon data center. Analytics va même être capable de dire, OK, la latence, elle est dans l'application. L'application a fait une requête à un serveur de base de données, mais le serveur de base de données a mis plus de 200 millisecondes à lui répondre. Donc l'utilisateur pense que son application est figée, il pense que c'est lent, il appelle le support, et ça, on l'a tous connu, hein. C'est long, mais on ne sait pas pourquoi. Ça, c'est la seule chose que l'utilisateur est capable de nous dire. C'est long, ça ne marche pas. Et bien là, avec Analytics, pour performance, vous allez être capable de savoir précisément d'où vient le problème. Est-ce que c'est long parce que c'est sa ligne ADSL qu'il est en train de faire du téléchargement, ou que comme il travaille à distance, il y a le petit frère ou la petite sœur qui est en train de faire du Netflix en 4K en même temps qu'il est en train de suivre un cours en ligne? Bon, voilà, vous allez pouvoir lui dire, mais là, apparemment, la latence, ça vient de ta box, donc il se passe quelque chose. Ou alors, non, on est au courant, il y a un problème applicatif, le serveur de base de données met du temps à répondre, donc ce n'est pas votre matériel, vous n'avez rien à redémarrer, tout va bien, c'est en interne et on est en train d'agir dessus. Et ça, c'est Analytics pour performance. Et ces deux modules, Analytics pour sécurité et Analytics pour performance, vont être des modules complètement graphiques, vraiment user-friendly. Vous allez pouvoir cliquer sur un utilisateur, ensuite vous allez avoir des histogrammes, vous allez pouvoir voir à telle date, ça va vous donner le détail de la session. Et vous allez pouvoir générer des rapports de tout ça. Si vous voulez fournir un rapport à votre management et dire, OK, regarde, on a eu tel problème, voilà le rapport d'Analytics qui va avec telle date, tel jour pour tel utilisateur. Ça, vous allez pouvoir l'envoyer en PDF à votre management en disant, OK, il y a eu un problème, on est au courant, la performance, le problème était lié à notre data center et à notre application en elle-même. Donc voilà, ça c'est une brique cloud qui est capable à la fois d'analyser votre infrastructure cloud que votre infrastructure on-premise, à condition d'être un minimum en version Citrix Virtual Apps and Desktop 19.12. Et j'en ai fini. Il est 12h20. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, c'est le moment. C'est le moment. Alors, j'ai peut-être un point à rajouter de mon côté, d'un point de vue plus commercial. Nous faisons partie du marché CNL, piloté par le groupe logiciel avec notre partenaire SHI.
Une grande partie de nos technologies sont disponibles à travers ce marché. Alors, une grande partie dans le sens où, malheureusement, c'est un marché de distribution logicielle. Donc, dans le domaine des réseaux, typiquement, nous avons du matériel qui n'est pas accessible à travers ce marché. Et puis, il faut savoir que Citrix propose un programme campus qui vous permet de disposer de nos technologies SaaS à des prix défiant toute concurrence. On est sur des niveaux de remise qui sont proches de 85%, donc c'est extrêmement agressif. Donc là aussi, on a mis en place un programme, encore une fois, dédié au secteur de l'éducation et qui permet, à des coûts extrêmement attractifs, de mettre en place une infrastructure Citrix pour adresser ce type de problématique d'enseignement à distance. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de questions. Peut-être qu'on a eu le mérite d'être relativement clair et pédagogique dans notre présentation. Comme le disait Arnaud, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter directement sur nos adresses de messagerie ou sur notre téléphone. Cette présentation sera disponible en replay. Donc, elle sera à nouveau, voilà, il sera à nouveau possible de la visionner ou de la partager avec d'autres personnes qui pourraient être intéressées d'y assister. Encore une fois, merci à tout le monde. Merci de votre participation. J'espère que nous aurons l'occasion d'en rediscuter prochainement. On approche des grandes vacances, enfin on y est déjà un petit peu, donc je vous souhaite à tous à la fois une bonne journée et de bonnes vacances. Et puis, eh bien, je dirais qu'on croise les doigts pour que la prochaine rentrée se passe dans de bonnes conditions et que aussi bien le corps pédagogique que les enseignants puissent continuer à travailler, à enseigner, à étudier dans de bonnes conditions pour voilà, préparer leur intégration dans le monde professionnel. Merci à vous, bonne journée, bon appétit et à bientôt.